Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, normalement, on a fait nos thèses, vous devriez très bien nous entendre et très bien nous voir. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas de l'expliquer à droite dans la rubrique questions. Normalement, ça fonctionne bien. Je vous propose juste d'attendre allez, encore 2 minutes les retardataires et puis on avance. C'est bon pour vous. J'en profite pour vous inviter toujours sur la partie droite, vous avez des sondages qui sont activés. Si pour patienter, vous voulez prendre le temps d'y répondre, ce sera avec plaisir, parce que ça peut nous donner des informations très importantes dans le déroulé de ce webinaire. Encore 1 minute ou 2. C'est bon, on peut lancer alors. Déjà, en introduction, n'hésitez pas tout de suite, hein, enfin pendant tout le déroulé des différents slides, à pouvoir poser vos questions. On se fera vraiment un plaisir de pouvoir y répondre à la fin. Euh, J'aimerais juste aussi en intro expliquer pourquoi est-ce qu'on a décidé d'animer des webinars. Parce qu'en montant une banque de zéro, alors on ne l'apprend pas évidemment, mais on découvre des nouvelles choses tous les jours. On se rend compte que le métier de la banque est un métier qui est extrêmement complexe et parfois évidemment côté client dans sa relation quotidienne, mais surtout en interne dans les banques. Et je pense qu'il y a énormément d'éclaircissements à donner pour que vous, au quotidien, vous puissiez aussi mieux comprendre pourquoi est-ce que parfois ça fonctionne ou pourquoi est-ce que parfois ça ne fonctionne pas avec votre banque. Donc, on pense que c'est vraiment intéressant d'animer énormément de sujets là-dessus et on va aujourd'hui parler d'un sujet qui est clé parce qu'il a été revendiqué, remonté très souvent par nos clients et par les centaines de prospects qu'on a pu rencontrer qui est le sujet de la multibancarisation. Donc, je me présente rapidement. Je suis donc Brice, je suis le responsable entreprise de MemoBank. J'encadre au quotidien une équipe de chargés d'affaires basée à Paris et basée à Lyon. Je rappelle bien que nous avons des chargés d'affaires entreprises chez MemoBank qui sont tous des anciens chargés d'affaires entreprises et pros des grandes banques, qu'elles soient traditionnelles, généralistes, nationales ou mutualistes. C'est vraiment important de le rappeler. Pour rapidement reparler de MemoBank, donc MemoBank est une vraie banque qui a eu son agrément au mois de juin 2020. Nous avons lancé officiellement nos activités au mois de septembre 2020 et nous sommes donc une banque pour les PME françaises. Et il faut vraiment comprendre que le métier de la banque entreprise est clairement différent du métier de la banque des particuliers. On est sur des sujets qui sont beaucoup plus vastes et beaucoup plus complexes. Et je vais laisser, du coup, vraiment super content de pouvoir animer ce webinaire aujourd'hui avec Jean-Marc Tarian, que je vais laisser se présenter. Merci Brice, bonjour à tous. Donc Jean-Marc Tarian, je dirige le cabinet Finance et Stratégie que j'ai créé maintenant il y a une vingtaine d'années. Nous sommes basés à Rennes. Ah, je ne sais pas si moi, sur lequel ça a coupé. Mes spécialités dans la transmission d'entreprise. Avant de créer mon cabinet, travaillé pendant une quinzaine d'années dans la banque. J'ai été directeur d'agence chez HSBC en région Rhône-Alpes et j'ai été ensuite délégué régional dans ce qu'on appelle aujourd'hui BPI sur la région bretonne. J'ai également terminé mon parcours chez BPI France dans une filiale de Capital Risque en tant que directeur de participation.
Nous sommes dans notre cabinet confrontés, on a travaillé avec plus de 1000 patrons de PME, PMI depuis 20 ans, à la gestion quotidienne des relations banque-entreprise pour chercher des financements. Nous sommes notamment courtiers indépendants et on travaille avec toutes les banques. Donc les problématiques de la multibancarité sont un quotidien pour nous. Je termine en disant que j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle Guide pratique des relations banque-entreprise, qui est paru en 2010 chez Erol, toujours d'actualité. Et ce bouquin est sorti suite à la crise des subprimes, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y aurait des problématiques de relations banque-entreprise et qu'il fallait partager cette expérience du quotidien avec le plus grand nombre de chefs d'entreprise au niveau national. Donc, vous trouvez ce bouquin en ligne, d'occasion, à pas cher, pour 3-4 euros. Vous aurez plein de clés sur l'optimisation de vos relations banque-entreprise. Et c'est tout le bien que je vous souhaite. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marc, c'est extrêmement clair. Je vais vous présenter rapidement le programme. On va essayer de faire tenir tout ça en 40 minutes. Alors, je vois que les slides sont plus partagés. Je ne sais pas si Priscilla, qui est avec nous, voilà, merci beaucoup. Donc, vous présentez rapidement le programme qui est en 3 parties. Donc, les questions, évidemment, on y répondra à la fin, mais n'hésitez pas à les poser dès maintenant. La première partie, c'est pourquoi. Pourquoi avoir plusieurs banques? Quels sont les principaux risques à éviter? Quel est le nombre idéal de banques, même si c'est forcément pas une science exacte? Et finalement, quels sont les critères que je dois regarder dans la sélection de mes partenaires bancaires? Et vous verrez qu'il y a vraiment des critères qui sont propres à votre entreprise, à vos besoins. Mais ce qui est important, c'est aussi de comprendre des critères en fonction de l'organisation interne de vos propres partenaires. Et croyez-moi que ça a une influence extrêmement importante dans vos relations au quotidien. Et la deuxième partie, donc c'est cette première partie que je vais animer. Et en deuxième partie, ce sera maintenant de développer le comment. Donc, je vais poser une série de questions à Jean-Marc qui se fera évidemment un plaisir d'y répondre. Et donc, à la fin, évidemment, les questions. Donc, première chose, alors on n'a pas réinventé, on n'a pas essayé d'être inventif dans cet adage qui est ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Alors, ça paraît assez simple comme ça, mais vous allez voir que ça développe en fait finalement beaucoup de contraintes. Des contraintes pour vous, parce que évidemment, dans la gestion quotidienne de l'entreprise, c'est un adage connu, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, mais c'est aussi une contrainte et une réflexion chez les banques, en interne, dans les banques. Et c'est ça qu'on va essayer vraiment de pouvoir déployer. Donc, parlons des banques et de leurs contraintes internes qui sont vraiment, vraiment extrêmement importantes dans la compréhension de votre relation bancaire. Le fait d'avoir plusieurs banques s'explique par ce que je disais, des raisons internes au fonctionnement interne des banques. C'est généralement beaucoup plus en lien avec des problématiques de financement. Et on va essayer justement de pouvoir détailler ces points. Donc, comme je le disais, les banques sont soumises à un certain nombre de règles prudentielles, réglementaires, et ne peuvent pas toujours exercer finalement leur métier de prêteur dans les mêmes conditions d'une année à l'autre, d'une banque à l'autre. Et ces règles prudentielles vont impacter finalement leur politique d'octroi. Donc, quand on parle de politique d'octroi, c'est leur capacité à pouvoir fournir du crédit et les critères d'éligibilité en interne des banques. Parce que il arrive souvent qu'une banque décide, je ne sais pas, d'aller chercher des nouvelles parts de marché sur un secteur d'activité, par exemple les énergies renouvelables. Donc, ils vont accueillir énormément de clients sur ces métiers-là. Et puis, 2-3 ans après, ils se rendent compte finalement qu'ils ont peut-être un peu plus de risques que prévu. Ils ont ce qu'on appelle des expositions extrêmement importantes sur des secteurs d'activité. Et donc, ils ont besoin de réduire la voilure. Et donc, vous, évidemment, vous êtes censé avoir un traitement individuel, mais il faut quand même regarder que les banques réfléchissent par groupe et par masse. Donc, elles peuvent réduire leur politique d'octroi sur un secteur d'activité ou sur un autre. Et ça, c'est finalement la conséquence pour vous, c'est quoi? C'est que les équipes risques vont peut-être réduire le montant moyen des prêts qu'elles sont capables d'accorder à une entreprise ou un secteur d'activité. Elles peuvent être beaucoup plus sélectives sur les typologies de clients. Donc, évidemment, sur un secteur d'activité, vous avez des entreprises qui performent plus ou moins bien. Donc, elles vont peut-être réduire ces critères d'éligibilité-là. Ou alors, demander beaucoup plus de garanties qu'elles en auraient demandé 3-4 ans auparavant. Donc, il faut vraiment comprendre que vous, entreprise, vous pouvez faire exactement la même demande à un moment différent de l'année et ne pas obtenir
les mêmes conditions ni la même réponse. C'est vrai dans une même banque et c'est vrai entre plusieurs banques. D'où l'avantage de pouvoir anticiper ces modifications de politique d'octroi et déjà de se dire c'est important d'avoir un second partenaire. Je vais, hop, parce que je jongle avec un autre écran. Le deuxième point, c'est de vous, évidemment, vous immuniser contre la valse des banquiers. Alors, on parle de valse, évidemment, hein, c'est vraiment pas du tout péjoratif. Il faut vraiment comprendre que la rotation des chargés d'affaires dans une banque, alors généralement dans les banques plutôt nationales, généralistes que mutualistes, s'effectue à peu près tous les 18 mois. Comme je le disais, elle est plus importante dans les banques nationales et internationales que dans les banques régionales, par exemple. Mais cette mobilité des chargés d'affaires, en fait, c'est pas une règle fortuite. Elle s'explique clairement par le besoin de maîtriser les risques pour la banque et d'éviter qu'une relation d'affect entre un conseiller et son client devienne trop importante et finalement qu'il y ait une sorte de conflit d'intérêts. Donc, c'est pour ça que les banques mettent en place des rotations des chargés d'affaires. Ensuite, la qualité relationnelle et la confiance qui est instaurée entre vous et votre banquier, en fait, elle peut être réduite à tout moment. Et même si certains pensent que la banque peut être complètement digitalisée, en tout cas la relation bancaire peut être complètement digitalisée, nous on pense que c'est clairement pas le cas. Un chef d'entreprise a besoin d'avoir un humain en face de lui parce que la banque, c'est un métier d'humain et surtout la banque d'entreprise, c'est un métier d'humain. Donc vous allez mettre en place des relations privilégiées avec votre chargé d'affaires, mais cette relation elle peut être complètement remise en cause le jour où votre chargé d'affaires part. Parce que l'arrivée de son successeur, ça peut remettre en cause les conditions qui ont été négociées au préalable avec vous, parce que rien ne l'oblige à continuer à vous proposer les mêmes conditions que son prédécesseur. Rien du tout. Donc, il vaut mieux toujours avoir une solution de repli, toujours, qui peut vous aider, enfin, qui peut vous éviter de mettre en péril la trésorerie de votre entreprise. Par exemple, un délai de dénonciation de découvert, c'est 60 jours. Donc, c'est évidemment très court et ça vous laisse trop peu de temps pour aller voir le temps justement de rencontrer un nouveau partenaire. Donc, il faut anticiper ça. Et notre conseil sur la relation quotidienne que vous avez avec votre chargé d'affaires et les conditions que vous arrivez à avoir, notre conseil, c'est de toujours poser par écrit les conditions et les tarifs que vous avez négociés avec votre chargé d'affaires. C'est un point qui est extrêmement important. Ensuite, pourquoi avoir plusieurs banques, c'est aussi multiplier vos chances d'obtenir un crédit. Et quand on parle de crédit, on parle de lignes court terme, moyen terme, long terme, peu importe. Quand on parle de crédit, c'est vraiment cette capacité de vous accompagner dans votre développement ou dans des moments qui sont un peu plus compliqués en fonction du contexte, par exemple sanitaire en ce moment. Le fait d'avoir une seule banque pour votre entreprise pèse sur le montant maximal que vous êtes capable d'emprunter. Et ça, je le disais au début, nous avons des chargés d'affaires qui ont travaillé dans différentes banques. Peu importe la banque dont ils viennent, ils sont tous d'accord pour dire que c'est le cas. Paradoxalement, vous aurez sans doute pas trop de mal à aller emprunter un total de 400 000 € auprès de 2 ou 3 banques, quand en revanche, vous aurez peut-être un peu plus de mal à emprunter 300 000 €, donc 100 000 € de moins, auprès d'une seule banque. Parce que comme vous, comme n'importe qui, les banques n'aiment pas mettre tous les œufs dans le même panier parce qu'elles préfèrent prêter de plus petites sommes à plusieurs entreprises qu'une grande somme à une seule entreprise. Ça paraît bête, mais c'est ce qu'on appelle en interne dans une banque une exposition client. Mutualiser le risque entre plusieurs confrères, c'est quelque chose qui est clairement toléré, c'est vraiment une pratique courante et il faut vraiment que vous compreniez ça. C'est normal d'aller voir plusieurs banques et de répartir ces lignes de financement. Parce que finalement, vous leur rendez service. D'un côté, moins vous empruntez chez eux, plus vous réduisez le risque qu'elles prennent. Donc évidemment, dans le quotidien avec vous, on va dire qu'elles sont un petit peu moins stressées. Et si on parle par exemple du court terme, l'intérêt d'aller chercher des lignes court terme chez plusieurs partenaires, c'est que la somme totale des lignes court terme que vous allez réussir à avoir sont peut-être un peu démesurées par rapport à vos besoins, mais ça va vous permettre de toujours rester dans les limites de vos autorisations. Ça a deux impacts, le fait de toujours rester dans les limites de ces autorisations. Un, ça solidifie, on va dire, votre position vis-à-vis de votre banque, parce que vous jouez moins avec les limites. Donc ça, c'est côté banque. Et puis côté entreprise, il y a un impact financier. C'est que évidemment, quand vous jouez avec les limites ou quand vous dépassez vos autorisations de découvert, ça vous coûte plus cher.
Donc, il y a vraiment un intérêt d'aller mutualiser ces lignes de financement entre plusieurs partenaires bancaires. Enfin, on va parler, il y a encore un slide après, mais on va parler un peu de chiffres. Alors, c'est évidemment pas une science exacte, ça dépend des régions, ça dépend des activités, ça dépend du chiffre d'affaires, ça dépend de beaucoup de choses, mais on se rend compte que finalement, peu importe la taille de votre entreprise, il vaut mieux avoir 2 banques au minimum. On se rend compte qu'à partir de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, les entreprises françaises ont plutôt 3 banques. Ça, c'est lié au fait qu'à partir de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, une entreprise commence à se structurer et notamment à structurer une direction financière avec un interlocuteur qui est moins le gérant, mais le directeur financier qui, lui, est capable au quotidien de jongler plus facilement entre plusieurs partenaires. Et à partir de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, on se rend compte qu'on est plutôt dans des modèles où il y a 4 banques et plus. 75% des PME ont au moins 2 banques, 40% des PME ont des comptes dans au moins 3 banques. C'est pas énorme. Nous, on pense que c'est un chiffre qui pourrait être clairement amélioré. Ensuite, on pense que pourquoi est-ce qu'il faut avoir aujourd'hui plusieurs banques, c'est que ça vous permet de jouer sur la carte de la complémentarité. Et jouer sur la carte de complémentarité, ça implique que vous compreniez parfaitement quelles sont on va dire les contraintes, les forces, les faiblesses de votre banque dans son organisation interne. Je vais me mettre sur ce slide-là. Choisir la banque la plus proche de chez vous, finalement, c'est plus vraiment un critère de choix parce que la banque de proximité, l'agence de proximité était aussi là parce que c'était au client de se déplacer et d'aller voir son banquier souvent. Et puis, c'était aussi pour remettre de l'espèce, remettre des chèques. On voit que c'est quand même des modes de paiement qui sont de moins en moins utilisés. Donc, c'est plus vraiment un vrai critère. Plus votre entreprise grandit, plus vos besoins bancaires vont se diversifier. Devises, placements, épargne salariale, solutions d'encaissement. Les banques ont un catalogue produit qui peut se ressembler, mais elles n'ont pas toutes les mêmes spécialités. Elles ont des produits qui se ressemblent, mais elles ne misent pas les mêmes budgets sur les mêmes produits, que ce soit BNP, Société Générale, CIC, peu importe. Il y a des produits sur lesquels elles sont meilleures que d'autres. Ensuite, dans la structure même de l'entreprise, vaut mieux une banque internationale plutôt qu'une banque régionale ou mutualiste si vous avez un projet d'internalisation. Et que vous avez, oui, c'est là où je voulais en venir, vous avez aussi des banques qui sont spécialisées sur certains secteurs d'activité. Alors même si ça peut changer d'une année ou à une autre, vous avez des banques qui sont extrêmement à l'aise sur les métiers de la restauration, sur des métiers, on va dire, sur des entreprises qui sont extrêmement innovantes, sur les métiers agricoles, d'énergie renouvelable, sur de la promotion immobilière. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre. Et ensuite, l'indépendance des banques, et ça, je ne l'ai pas dit en intro, on a la fierté d'être une banque indépendante. Ça veut dire qu'au capital, nous n'avons pas d'autres banques. Et ça, finalement, dans votre recherche, je pense que c'est quelque chose que vous devez prendre en compte, c'est est-ce qu'entre mes 2 partenaires financiers, il y a une dépendance économique, capitalistique? On peut prendre un exemple en ce moment qui est celui de la Société Générale avec le Crédit du Nord. Le monde bancaire a une forte tendance à se concentrer. Quand tout va bien, c'est pas très grave, prenez BPCE, vous avez Banque Populaire, Bred, Caisse d'épargne notamment. Quand tout va bien, chaque banque a plutôt tendance à se tirer un peu la bourre pour aller chercher des nouvelles parts de marché. Mais quand on est dans un contexte économique où ça se referme un petit peu, de repli, et ben les banques qui appartiennent à un même groupe vont avoir tendance à partager des informations sur vos comportements de paiement et finalement à se regrouper économiquement, mais aussi à se regrouper dans leur politique d'octroi. Donc, vous pourriez être dans 2 banques différentes qui finalement vont fonctionner à peu près de la même façon et on ne veut pas vulgariser ça, mais c'est là où on va en venir. Ensuite, toutes les banques n'ont pas le même système de tarification. Si vous avez beaucoup de commissions de mouvement, par exemple, certaines banques fonctionnent par abonnement. Nous, c'est quelque chose dans la création du projet sur lequel on a appuyé. On ne voulait absolument pas qu'il y ait de commission de mouvement. On voulait absolument fonctionner par abonnement. Et puis, dernière chose, petit aparté, parce qu'on parle de multibancarité, multibancarisation.
c'est la capacité à aller chercher des services qui sont plus ou moins performants en fonction de chaque banque. Mais vous avez aujourd'hui des fintechs françaises dont on peut être extrêmement fier, qui portent des projets innovants, qui ont été capables de pouvoir construire des produits, certes très spécialisés, moins généralistes que peuvent le faire une banque, mais très spécialisés. IBAN First sur la devise, Spendesk sur les cartes bleues, et qui sont capables aussi de jouer un vrai rôle complémentaire vis-à-vis de vos partenaires bancaires traditionnels. Donc, il faut aussi regarder ce qui se fait du côté des fintechs. Enfin, on vous invite aussi à miser sur le relationnel, parce que la banque est un métier humain, mais pas que. Pourquoi pas que? Parce que si vous avez besoin d'un banquier qui comprend votre activité et les spécificités de votre entreprise, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'un banquier réactif dès l'entrée en relation. Vous avez besoin évidemment d'un banquier qui vous inspire confiance, parce que la banque a un rôle clé dans le quotidien d'une entreprise. Donc, il faut qu'il y ait cette notion de confiance dès le début. Un banquier qui vous donne des conseils que vous jugez pertinents. Si vous êtes optimiste sur ces premiers éléments, c'est clairement un bon début. Sinon, vaut mieux passer votre chemin, peut-être que vous perdez votre temps. Et on l'a évoqué tout à l'heure. Donc oui, misez sur le relationnel, mais pas que, parce que la relation que vous avez avec votre conseiller peut être remise en question à tout moment, même s'il vaut mieux démarrer sur une relation de bonne base. Donc, 3 conseils. 1, pour vous prémunir du turnover des banquiers, demandez le plus possible à rencontrer le responsable de votre conseiller. Parce que dans le top management ou chez les responsables des centres d'affaires ou des agences pro, il y a peut-être un petit peu moins de turnover chez les responsables d'agence. Et je pense que c'est important d'aller le rencontrer, parce que si votre conseiller part, il reste cet historique avec le directeur d'agence. Conseil numéro 2, alors ça, c'est aussi quelque chose qui est très interne à la banque et qui est, je pense, très mal compris. C'est ce qu'on appelle le circuit de décision de la banque ou le schéma délégataire, c'est-à-dire la capacité d'un conseiller à avoir plus ou moins d'autonomie dans les limites, par exemple, des autorisations qui lui sont données en termes de crédit. Vous avez des conseillers qui ont des délégations extrêmement faibles. Par exemple, au-dessus de 50-60 000 euros, ça doit passer aux engagements côté siège. Vous avez d'autres banques, vous avez des conseillers qui ont un schéma délégataire, donc une délégation qui est beaucoup plus importante. Ça, c'est le cas évidemment et sur le crédit, mais c'est aussi le cas sur la négociation de vos tarifs bancaires, des différents produits que vous utilisez. Donc, comprendre le circuit de décision, le schéma délégataire d'une banque est extrêmement important vis-à-vis de votre conseiller. Et le dernier, on en parlait tout à l'heure, la réactivité. La réactivité, c'est quelque chose que vous pouvez mesurer dès le début. Pour une banque, une entrée en relation est complexe. Il faut collecter énormément d'informations sur vous. Savoir mesurer le niveau de réactivité de votre conseiller dès l'entrée en relation est importante. Pourquoi? Parce que les conseillers sont aussi des commerciaux. Ils ont des objectifs de nouveaux comptes. Donc, ils ont tout intérêt, quand un prospect arrive, à ouvrir le compte le plus rapidement possible. Si vous voyez tout de suite qu'à l'entrée en relation, votre conseiller manque de réactivité, c'est soit parce que votre conseiller n'est pas réactif, c'est comme ça, il a mal été formé, il répond pas à ses mails, il met 2, 3, 4 jours avant de réceptionner un document. Ok, c'est sans doute ça, mais c'est aussi lié au fait, et je vous le garantis, que le métier de conseiller, c'est un métier qui est vraiment pas facile parce qu'il y a énormément de contraintes, et peut-être que votre conseiller peut pas être aussi réactif qu'il le voudrait parce qu'en interne, il a des outils qui ne sont pas adaptés, et que l'organisation interne de sa banque, on parlait notamment des schémas délégataires, ne sont pas adaptés au conseiller, ne lui permettent pas de faire preuve de réactivité. Donc ça, si vous le sentez dès le départ, pareil, on vous invite clairement à passer votre chemin. Donc, j'en ai terminé pour cette première partie. Maintenant, je vais laisser la parole à Jean-Marc. Donc, je vais lui poser une petite série de questions et puis je vais évidemment lui laisser répondre. Donc, la première, Jean-Marc, c'est comment conserver une relation de confiance avec plusieurs partenaires bancaires, et on ne parle pas d'infidélité. Bien. La relation de confiance avec ses partenaires, elle passe, comme dans la vie de tous les jours, finalement, avec ses collaborateurs et avec les gens avec lesquels on vit, sur la transparence pour moi. La transparence, c'est la confiance. C'est annoncer avant les problèmes qu'on risque d'avoir des soucis. C'est annoncer avant les investissements qu'on aura besoin des banquiers pour financer un plan de financement. Ça, c'est très clair. Et puis, quand on va ouvrir des comptes dans plusieurs banques, si un banquier prête à moyen terme, il attend des flux commerciaux, des flux financiers sur ses comptes. On ne fait pas de crédit en blanc, en fait, parce que le crédit est très peu rentable en France. En réalité, on regarde du risque qu'il fait prendre. Et donc, c'est un ensemble
de services qui sont rendus, qui vont occasionner des frais, hein, c'est certain, commission de virement, différentes commissions de toute nature, en fait, hein, qui permettent à un banquier d'élargir le spectre de sa rémunération pour rentabiliser son risque. Le message clé, c'est la relation, elle est globale, elle n'est pas basée que sur le crédit. Le deuxième message, avoir deux banques, c'est pas avoir une deuxième banque dans laquelle on n'a pas de crédit. Un banquier d'entreprise est un banquier qui prête à une entreprise, sinon on n'est pas banquier. On est prestataire de service. C'est pas une deuxième banque. J'ai un certain nombre de clients à qui je pose la question, vous avez plusieurs banques qui me répondent oui. Concrètement, comment ça fonctionne? Moi, j'en ai une qui est toujours la moins chère à qui j'emprunte. Une deuxième, c'est la meilleure sur les placements, je lui fais les placements. La troisième est super bien placée pour les virements ou les opérations diverses et variées. C'est plutôt elle qui gère mes flux. Ça, c'est pas trois banques. Ce n'est en réalité qu'une seule banque. Et la seule banque, c'est celle qui prête à moyen long terme, qui aura intérêt à soutenir l'entreprise par du crédit court terme demain s'il y a des problèmes. Hein, donc, et cette logique de j'ai des flux parce que je prête, si on ne la respecte pas dans le contrat de confiance, c'est un particulier qui emprunterait pour achat de son appartement, sa maison, on sait très bien que la contrepartie, c'est la domiciliation du salaire. Donc des flux pour le banquier. Et derrière ces flux, il y aura des services divers et variés qui vont nourrir la relation, permettre de mieux connaître le fonctionnement de l'entreprise pour le banquier, donc d'avoir une meilleure lisibilité et confiance dans l'entreprise. Et puis, on parle de couple risque-rentabilité. Je prends un risque, il me faut des flux pour générer une rentabilité à la hauteur des risques pris. Merci Jean-Marc, c'est extrêmement clair. Deuxième question, du coup, comment répartir les flux entre les différentes banques? Alors ça, c'est le frein, effectivement, à l'ouverture de la deuxième ou la troisième banque. J'ai été au tout début de ma carrière pendant 4 ans chargé de clientèle entreprise, j'ai beaucoup fait de prospection. Et le premier frein à l'ouverture d'une deuxième banque dans une entreprise, c'est le comptable interne. Très clairement, qui se dit, il va falloir que je m'y colle, il va falloir que je gère deux banques, que je pointe les comptes, que je fasse des virements de compensation, que je change mon mode de fonctionnement, ça va être lourd, ça va me prendre du temps, j'ai pas envie. On va bien aujourd'hui, on verra quand ça ira mal. On n'ouvre pas une deuxième banque quand on va mal. On ouvre une deuxième banque par anticipation ou une troisième. C'est comme une roue de secours. On ne va pas chercher une roue de secours quand on a crevé. Et bien une deuxième banque, on doit pouvoir compter dessus par la répartition de ces risques et le contrat de confiance qu'on a passé avec ses interlocuteurs, qui nous connaissent, humainement parlant, qui connaissent notre entreprise et qui vont être en capacité de réagir en logique de soutien pendant une période difficile. Bien. Donc, c'est stratégique d'avoir au moins deux banques. C'est tout à fait stratégique. Donc, il y a un prix à payer. C'est effectivement le prix. C'est une contrainte d'organisation. Les pistes que je vais vous donner, c'est comment limiter les contraintes d'organisation du fonctionnement de deux ou trois banques. Alors moi, ce que je recommande à mes clients, c'est tout simple. C'est de dire, on va mettre dans la deuxième banque qu'on va ouvrir, on va mettre des choses qui vont être claires, simples à retenir et massives en termes d'impact de volume. Par exemple, je vais mettre tout le paiement des relations du type fiscal, TVA, IS. Pourquoi pas, si c'est important, si c'est insuffisant, la TVA, l'IS, je vais mettre les charges sociales. Donc le fiscal et le social seront dans cette deuxième banque en termes de paiement, de débit. Je ne vais rien changer dans un premier temps sur mes encaissements, qui peuvent être par avis de prélèvement, virement, domiciliation, où mes clients ont pris des habitudes. Donc je ne vais pas perturber mes clients. Ils vont continuer d'effectuer leur règlement dans la banque qu'ils connaissent. Et moi, je ferai un virement, un seul, sur une période déterminée, une fois toutes les semaines, une fois tous les 15 jours, pour approvisionner mon compte destiné à financer, payer une typologie bien identifiée de débit, de charge. Voilà. Il faut faire simple. Et les nouveaux clients que je vais prendre, les nouvelles entrées en relation, eh bien, je vais leur donner cette deuxième référence bancaire pour approvisionner de manière régulière dorénavant et sans à-coup, eh bien, ce deuxième compte que je viens d'ouvrir dans une deuxième banque. Voilà. C'est le plus simple, c'est le moins coûteux, c'est ce qui prend le moins de temps et ce qui évite en fait des débits sur des banques qu'on n'aurait pas suffisamment approvisionnées par des comptes qui sont insuffisamment nombreux à avoir été transférés sur la deuxième banque qui cherche à démarrer. Et la pire des choses, ce serait qu'on n'ait pas suffisamment enclenché de volume par les débits qu'on a mis dans cette deuxième banque, qui doivent être massifs, pour se retrouver finalement avec un 95-5 ou un 90-10 en termes de flux répartis entre deux banques, alors que les crédits pourraient se répartir sur une base 60-40. Les banques ont dans l'idée que les flux correspondent au poids en pourcentage des crédits pris.
Donc, si je finance 30% des crédits d'une entreprise à moyen long terme, j'attends 30% des flux, au moins débit, parce que c'est ceux qui nourrissent les commissions de mouvement qui intéressent fondamentalement les banques. Pour ceux qui sont par les commissions de mouvement, les 95% des banques françaises aujourd'hui ont des commissions de mouvement. Et donc, c'est bien ces commissions de péage qu'on appelle la commission de compte, la commission de mouvement, qui est impactée par les flux débiteurs. C'est ça qui les intéresse. Et le moins il y a d'opérations de créditeurs quand on est banquier, le mieux on se porte. Parce que encaisser des chèques, c'est coûteux, ça prend du temps, donc on ne court pas après. Encaisser du liquide non plus. Donc, le crédit, un virement mensuel, ça nous va très bien, un virement par semaine. Par contre, les débits, on court après. Et puis après, ce qui va nous intéresser quand même globalement, c'est des débits à vue, non rémunérés. L'argent ne rapporte rien aujourd'hui aux gens qui veulent prêter de l'argent quand on est chef d'entreprise, il ne faut pas prendre des risques assez conséquents. Donc finalement, ces soldes à vue permettent aussi à des banques qui ont des besoins de dépôt à vue pour pouvoir prêter à leurs clients, eh bien, d'améliorer leur compte de résultat et donc de pouvoir prêter à de meilleures conditions au bout du compte. Merci beaucoup Jean-Marc, c'est super clair. Et dernière question, parce que en fait, vous avez répondu entre comment répartir les flux et comment les organiser. Je pense à moi qu'il y ait quelque chose à rajouter, Jean-Marc, sur l'organisation des flux. Mais en rebasculant, vous avez notamment répondu sur l'organisation, notamment de la bascule de l'URSSAF. Donc c'est bon, je peux avancer? Oui, c'est bon. Et la dernière question, c'est comment gérer ses comptes bancaires et sa trésorerie au quotidien. Et ça, c'est évidemment un point qui a remonté extrêmement souvent, donc très important. Bon, alors, ce qu'il faut clairement exprimer, clairement dire, c'est que un chef d'entreprise, quelle que soit sa taille, qui a des comptes débiteurs, pour moi, j'ai 40 ans d'expérience dans le domaine de la banque aujourd'hui et de la finance, une entreprise qui a des besoins de court terme est une entreprise malade, fragile, qui a la fièvre. Voilà. Plus le court terme est important, plus la fièvre est importante. Plus on dépend des banques à court terme. Le crédit court terme, comme Brice l'a exprimé tout à l'heure, un découvert, c'est 60 jours de préavis pour dénoncer une autorisation. Une ligne d'escompte, c'est 30 jours. Et l'article 60 du droit du crédit autorise un banquier à supprimer ces autorisations unilatéralement du jour au lendemain dans deux cas de figure particuliers. Une situation irrémédiablement, une situation perdue, une situation jugée comme totalement défaillante et qui ne sera pas redressable, le banquier, si c'est sa conviction, il a le droit de dénoncer ses concours du jour au lendemain sans préavis. Et la deuxième situation qui peut l'amener à dénoncer du jour au lendemain ses crédits court terme, c'est la perte de confiance basée sur un acte anormal de gestion, abus de bien social, peu importe. Malheureusement, ça arrive dans beaucoup d'entreprises d'avoir des écritures, consciemment ou inconsciemment, qui amènent à cette notion, par exemple, de compte courant débiteur du chef d'entreprise dans son entreprise, un prêt consenti par l'entreprise à une SCI sans lien juridique. Vous avez un certain nombre de situations qui peuvent conduire donc à la perte de confiance et à ce risque. Moi, je l'ai vécu en interne en tant que chargé de clientèle. J'ai eu 2 fois le vécu de directeurs d'agence qui sont arrivés, qui se sont succédés et qui ont amené très rapidement, par la non-connaissance du client, à la perte de confiance à la lecture des états financiers, perte de confiance dans la relation avec une rupture extrêmement rapide. Une première fois, un rejet immédiat d'autorisation. Alors qu'on avait les autorisations, le directeur a décidé de couper ses lignes du jour au lendemain et donc de rejeter les payes et les domiciliations. Et une deuxième fois, on a laissé 30 jours, mais ce qui est extrêmement court quand il s'agit de se retourner, qu'on a des besoins court terme importants. Donc, qui dit crédit court terme dit entreprise fragile. Ça, c'est ce qu'il faut vraiment retenir. Donc, quand on a des problématiques de trésorerie, il faut les compenser par des crédits moyen long terme. Aujourd'hui, le PGE est une manne extraordinaire. Vous avez bien sûr la capacité pour les banques de faire des prêts moyen terme de consolidation du fonds de roulement avec des garanties BPI. C'est aussi une solution. En tout cas, les problèmes de crédit court terme viennent d'une insuffisance de haut de bilan. Et le haut de bilan, il se compose de 2 choses, des prêts moyen long terme et aussi du fonds propre. Donc, si on est malade sur le court terme, il faut parfois accepter d'ouvrir son capital à des capitaux risqueurs, à des business angels, à des prêts participatifs, à des prêts de consolidation. BPI en fait certains qui sont excellents. Les banques peuvent le faire, je l'ai dit. Le PGE est une troisième solution. Donc, la première recommandation, c'est pas de trésorerie court terme négative, surtout si elle devait s'amplifier. Le deuxième élément, c'est que même si c'est ponctuellement découvert, les outils informatiques à disposition des banques leur permettent sur une période de 24 mois d'avoir une vision totale sur l'évolution du cycle plus haut, plus bas et du nombre de jours débiteurs d'une entreprise dans leur livre.
Et on a aussi la possibilité, par la centrale des risques, par le biais de la Banque de France, d'avoir une vision aussi du cumul des crédits courts et moyen terme des clients, et même en prospection, on va avoir ces informations-là. Et quand on voit qu'il y a une dégradation de la trésorerie sur moyenne longue période, c'est jamais très bon signe sur la santé financière d'une entreprise. Donc, méfiez-vous du crédit court terme ou de la baisse de votre trésorerie, consolidez-la, surtout dans la période actuelle. Pour ce qui est des placements aujourd'hui, moi, ma recommandation, c'est de ne pas prendre de risques avec la trésorerie de l'entreprise. C'est des placements extrêmement sécurisants, compte à terme, compte livré, compte à vue rémunéré. On est là en tant que chef d'entreprise pour gagner notre vie sur notre métier, sur notre entreprise, avec les clients, en faisant notre job le plus correctement possible, certainement pas en prenant des risques financiers sur la bourse, par exemple, avec des produits un peu sophistiqués aujourd'hui, présentés par certains établissements, mais qui touchent plus à la gestion de patrimoine qu'à la gestion de trésorerie d'entreprise. Voilà. Très clair, merci beaucoup Jean-Marc. Et j'avais aussi une autre question. Il est vrai que les cotations Banque de France, les analystes Banque de France prennent énormément en compte le déséquilibre qu'il peut y avoir entre une utilisation massive du court terme versus ce que vous pouvez avoir sur du moyen terme. Oui. Ouais, pardon, c'était pas rhétorique, hein, c'est une vraie question. En fait, on meurt d'un problème de trésorerie insuffisante. On ne meurt pas d'un niveau d'endettement trop fort. Donc la cotation Banque de France, c'est une cotation qui est une cotation de risque et qui a pour volonté de montrer aux chefs d'entreprise comme à ses partenaires financiers, de mettre en évidence la fragilité ou non d'une entreprise. Sa fragilité première, c'est sa trésorerie. On a le droit de perdre tout l'argent qu'on veut tant qu'on a la trésorerie. On n'est pas en situation de cessation de paiement. La mort de l'entreprise, c'est la cessation de paiement. Donc, c'est l'insuffisance de trésorerie de l'entreprise. Et la trésorerie, c'est le nerf de la guerre, c'est le sang du bonhomme, c'est l'essence du véhicule. Quand il n'y a plus d'essence dans le véhicule, il n'avance pas. Quand il n'y a plus de trésorerie, c'est fini. Voilà. Donc, la cotation Banque de France, évidemment, comme en interne dans les banques, elle est essentiellement basée sur cette notion de fragilité de trésorerie. En sachant qu'elle a un impact important sur la capacité d'un établissement bancaire à pouvoir vous accorder du crédit, ça a un impact sur les taux, ça a un impact fort. Ça, on pourrait faire tout un webinaire là-dessus parce que ce serait évidemment intéressant et on n'aura pas le temps, mais très intéressant. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Je vais essayer donc on va essayer de les répondre tous les deux. La première de Stéphane, pourquoi avoir pris des chargés d'affaires issus de la banque puisque je reproche qu'on fait justement en banque ce qu'on reproche justement en banque traditionnelle, c'est le manque de compétences et de pertinence des conseillers. Alors, ça je vais me permettre d'y répondre parce que c'est un sujet qui est extrêmement important pour moi. Je défends au quotidien les chargés d'affaires, les conseillers. Alors évidemment, ceux qui appartiennent, enfin ceux qui travaillent aujourd'hui chez Nemobank, c'est normal puisque c'est mon équipe. Mais il faut vraiment comprendre que être conseiller, chargé d'affaires dans une banque, c'est un métier extrêmement dur. Pourquoi ? Puisqu'on le disait tout à l'heure, il y a des contraintes internes aux banques, des contraintes d'organisation qui impactent le conseiller. Le conseiller, c'est une sorte de pain de mie dans un toaster. C'est vraiment, il est entre le client qui a des besoins de réactivité forts, des besoins de conseil, et entre sa propre banque, le conseiller fait beaucoup de politique interne. Il y a une inertie en interne pour faire avancer les dossiers, puisque ça dépend de l'organisation. Est-ce que tous les dossiers de financement doivent aller au siège parisien? Est-ce qu'il a une délégation plus ou moins forte? Donc, c'est vraiment le conseiller, sa capacité de réactivité, sa capacité de conseil est énormément liée à la politique interne de la banque. Donc, on a choisi d'embaucher des conseillers. Pourquoi? Parce que la banque, c'est un métier de banquier. Il y a une expertise dans la compréhension du modèle de l'entreprise, dans son analyse financière, qui est beaucoup trop importante. Et on avait le choix de faire comme certaines néobanques, où vous n'avez aucun banquier, vous avez uniquement des business développeurs qui traitent du flux toute la journée. À partir du moment où Memobank se positionnait comme étant une vraie banque et voulait servir du crédit, vous étiez obligé d'embaucher des experts. Notre vrai challenge, c'est de réinventer la banque. Pour réinventer la banque, vous avez raison, il faut réinventer le banquier. Et réinventer le banquier, c'est aussi réinventer les outils qu'on met à sa disposition dans son quotidien et l'organisation de la banque pour être sûr que son métier soit facilité, notamment sur le service client. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu débaucher absolument des gens qui venaient de la banque. Et c'est aussi des gens qui sont capables de nous dire, voici ce qui fonctionne,
voici ce qui fonctionne pas, voici les produits qui sont importants, voici les produits qui sont pas importants, et évidemment de nous aider dans le développement de notre propre entreprise. J'espère avoir répondu à la question correctement, Stéphane. Question de Georges pour Jean-Marc. En tant que courtier travaillant avec toutes les banques, comment les trouvez-vous en ce moment en termes d'octroi de crédit sur des nouvelles demandes ou par rapport à des entrées en relation? Alors, jusque-là, tout va bien. Je trouve même que globalement, avec la mise en place des PGE, il y a eu beaucoup d'opportunités pour beaucoup d'entreprises qui n'auraient jamais eu accès au crédit moyen terme en temps normal. Je pense aux entreprises qui, en 2020, perdaient de l'argent. Je pense aux entreprises qui avaient déjà un niveau d'emprunt qui talonnait tous les ratios classiques, limitant le recours à des prêts moyen terme complémentaires, et qui l'ont obtenu en 2020, compte tenu de la crise pandémique, qui s'est traduit par la mise en place de tout un tas de produits, des prêts à tout, les prêts rebonds, le prêt garanti par l'État, avec des garanties publiques qui donnent envie aux banquiers de prêter, puisque finalement le risque final est porté par l'État. Donc jusque-là, tout s'est bien passé. Ce que je crains plus, c'est un revirement de tendance assez rapide dans les prochains mois, dès que les bilans du 31-12 vont sortir et qu'ils vont matérialiser, malheureusement, pour un certain nombre d'entreprises, les conséquences d'une baisse d'activité, les fermetures. Et là, les scorings vont tomber. Les scorings Banque de France, même si le MEDEF demande à la Banque de France d'être gentille dans son approche, les modèles sont en place, la Banque de France jouera son rôle, les cotations vont sortir, et les banques, de toute façon, ont l'obligation, depuis la révolution McDonough, suite à la crise des subprimes 2007-2008, les banques, toutes ont l'obligation réglementaire de noter leurs clients, leur risque de contrepartie. Et là, ils feront leur job. Là aussi, ce sont des modèles, des logiciels qui tournent et il va y avoir de très grandes dégradations dans beaucoup de secteurs d'activité. Certaines banques vont prendre carrément des postures par secteur d'activité, ce qui va être le cas des assureurs crédit, avec des replis, des restrictions d'engagement. Certaines banques, je l'espère, le plus grand nombre, j'ai des doutes quand même, hein, en tout cas, quelques banques vont conserver des postures d'analyse individualisées et non pas par secteur d'activité. J'entends par là, je vais prendre un exemple, l'hôtellerie, la restauration. Vous aurez des banques qui diront on n'en veut plus. Voilà. Tout simplement, c'est black-out total, principe, c'est fermé. Et vous en aurez d'autres qui diront on peut regarder au cas par cas. Parce que même s'ils sont hôteliers restaurateurs, il peut y avoir des fonds propres, il peut y avoir une antériorité d'expérience, il peut y avoir la trésorerie, des marges de manœuvre, des mecs qui sont super bons. Et ceux-là, il faut qu'on les accompagne, il ne faut pas qu'on fasse du massif. Et c'est ces banques-là qu'on va chercher, mais ça va devenir beaucoup plus chaud dans les prochains mois, c'est clair. Ouais, d'accord. Remarque plutôt de Guillaume, d'accord sur la bibancarisation à minima, mais chaque relation durable et de confiance avec son chargé d'affaires n'amène pas forcément des conflits d'intérêts, même sur la durée, ne pas jouer donnant-donnant, mais plutôt gagnant-gagnant. Alors, je suis d'accord, hein, c'est pas un biais qui existe dans toute relation humaine entre un chargé d'affaires et entre un banquier et son client. C'est quelque chose qui a été observé par certaines banques, d'autres moins, mais cette rotation, elle est effective, elle existe parce que dans certains cas, il y a eu parfois des conflits d'intérêts parce que évidemment, quand votre client, vous le connaissez depuis 3, 4, 5 ans, vous pouvez parfois manquer d'objectivité. Mais c'est pas forcément un biais, hein, attention, c'est vraiment important. Et nous, on prône au contraire la stabilité des chargés d'affaires vis-à-vis de leur portefeuille client. Ça, c'est extrêmement important. Il y a d'ailleurs, Brice, on constate, nous en tout cas, dans nos clients, auprès de nos clients, on constate actuellement, depuis un certain nombre d'années, je trouve qu'on a un allongement du délai de rotation. Parce que ça coûte cher aux banques de faire tourner le personnel. Ça coûte cher à la fois d'un point de vue commercial, parce qu'il faut réintroduire une connaissance du client. Autrement dit, pendant un temps, la relation de confiance client-fournisseur, entrepreneur-banque, elle est perdue puisqu'on change d'interlocuteur. Que quand on a un portefeuille, quand on est chargé d'affaires PME, on gère entre 70 et puis 120, 130 comptes à peu près, sur leur taille. Bien le temps qu'on fasse le tour du portefeuille, qu'on redécouvre, qu'on recrée du climat de confiance, pour être présent, développer le fonds de commerce, ça prend du temps. Si on est parti 18 mois plus tard, 24 mois plus tard, c'est mort, on n'a rien fait, on n'a pas tiré. Il y a une année de découverte, il y a une année de prise de confiance et de développement, et on récupère vraiment la 3e année et la 4e année, le fruit d'un travail commercial. Il faut pas aller trop vite, c'est clair. C'est vrai. Et puis, les 18 mois sont pas forcément un turnover qui est que lié à la volonté d'une banque de faire tourner ses équipes. C'est aussi lié à la volonté du conseiller d'aller dans une autre enseigne. Parce que vous avez certaines banques où vous avez des conseillers pros qui ont 400,
500 sirènes à gérer. Et Ouais. ils sont malheureux parce qu'ils ne peuvent pas se servir comme ils le veulent leurs clients. Vraiment, défendre les conseillers, alors en restant objectif, c'est important pour nous parce qu'il faut vraiment comprendre leurs contraintes. Et on revient justement sur le commentaire de Stéphane qui suit après. Il nous faut surtout un banquier qui sait de quoi il parle. J'ai découvert avec surprise et inquiétude que ma conseillère pro ne savait pas ce qu'était un excédent brut d'exploitation. Quant au directeur d'agence, pas mieux, sa meilleure réponse fut de me lire les emails reçus par le siège. C'est exactement la raison pour laquelle on a dû débaucher des chargés d'affaires, parce que c'est la base d'un conseiller de savoir lire ses ratios, de comprendre ça. Pas que, hein, loin de là, c'est un métier qui est beaucoup plus vaste, mais c'est ce qui nous a amené à nous dire, si vous n'avez pas cette connaissance bancaire, vous ne pouvez pas faire du bon travail. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marge de progression pour améliorer les conseillers dans leur réactivité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis après, on a un commentaire, comment voulez-vous que nous ayons confiance en eux ? Ouais, intervenir sur cette notion-là. Bien sûr. Vous avez en fait 3 types de marchés dans la banque, en règle générale dans les banques, 3 marchés en matière d'entreprise. Le marché pro, c'est le marché du commerçant artisan, la TPE, qui va selon les banques jusqu'à 1 million, 1,5 million, 2 millions de chiffre d'affaires, et selon les banques, d'autres critères qui peuvent être les effectifs. Par exemple, 10 salariés au moins pour passer au marché PME, ou plus d'1,5 million de chiffre d'affaires, ou avoir une activité qu'on va appeler start-up, quelque chose de très booster, ou une activité complexe par l'international, qui va nécessiter des consultants, des chargés d'affaires plus capés, mieux payés, mieux formés, sortant de formation Bac+5, alors que sur le marché pro, on peut avoir des gens qui ont fait des Bac+2, Bac+3, avec un niveau de compétence beaucoup plus faible, un plus grand nombre sur le marché pro d'interlocuteurs, de clients, vous le disiez, 400-500 comptes, alors que sur le marché PME, on a dit qu'on va être autour de 70 à 120, 130. Donc on a plus de temps, c'est plus technique. Pour avoir fait ces métiers-là, le métier de chargé de clientèle entreprise, c'est le plus passionnant. Après, j'ai été directeur d'agence ou délégué régional. On est plus dans le management du personnel que dans la relation client. Finalement, le côté passionnant, c'est la relation client. D'accord ? Et vous, votre job pour choisir vos banques, pour moi, il y en a déjà 2. Le premier, c'est la pertinence de votre interlocuteur. Si votre interlocuteur n'y connaît rien, ne comprend rien, ne pose pas les bonnes questions sur votre entreprise, n'a pas les bonnes réponses quand vous lui posez des questions, ne sait jamais rien, il faut changer de banque tout simplement, parce qu'effectivement, vous avez des billes en face de vous, vous n'avez pas de temps à perdre. Moi, je suis chez l'entreprise, je veux des gens en face de moi pertinents, engagés, qui sont capables de conseiller un minimum, réactifs. J'ai un certain nombre de critères de choix. S'ils ne sont pas là, je change. C'est tout. Ce n'est pas une question de prix, c'est une question de qualité de relation pour avancer, avoir des réponses plutôt que de peut-être faut jouer, je vous répondrai quand j'aurai le temps, etc. On comprend bien donc que quand on est sur un marché TPE, pro, il faut tout faire pour basculer vers un marché PME, c'est vital. Le deuxième critère de choix pour moi, c'est la prise de risque de la banque. Et donc, c'est des prêts sans caution personnelle, ou s'il y a caution, extrêmement limitée. Voilà. Alors, je sais que sur Paris, c'est un peu plus difficile, que BPI peut avoir parfois cette exigence-là. En tout cas, dans notre grande région ouest, on intervient, nous, à 2 heures autour de Rennes, et même en Ile-de-France, on intervient de temps en temps. Ça fait 20 ans que je fais mon boulot, on a eu plus de 1000 clients PME qu'on a accompagnés, on a eu 2 cautions. Et nous ne voulons pas, et nous nous battons en termes de conseils, pour convaincre nos banquiers sur la pertinence du modèle économique, sur la légitimité de l'échelle d'entreprise, sur les marges de manœuvre financières, en expliquant qu'on a fait notre boulot aussi en matière de fonds de roulement, et que si on a des problèmes de court terme, on va les résoudre par du haut de bilan et pas du découvert. Donc, comme on a des marges de manœuvre, donc le plein d'essence de trésorerie, si vous voulez, dans l'entreprise, le risque devient supportable. On va le répartir entre plusieurs banques, on va le couvrir par du BPI, par exemple, et donc on va demander aux banquiers de prendre des risques à nos côtés, partagés, avec beaucoup d'explications sur la transparence de pourquoi on fait les choses, où est-ce qu'on va, et en prévenant quand il y a du dérapage. C'est tout à fait possible dans la conjoncture actuelle. Il faut vraiment ce contrat de confiance réciproque. On est là pour bosser ensemble sur le moyen long terme, et donc il faut qu'on se parle. Ouais. Et ça répond du coup à deux questions. Merci Jean-Marc, qui était comment voulez-vous que nous ayons confiance en eux et que nous les prenions au sérieux. Je pense que Jean-Marc a répondu à cette question. Et la deuxième de Sylvie, notre objectif est la réduction des coûts. Pourquoi emprunter à une banque si elle est plus chère? Parce que c'est ce que Jean-Marc vous disait, auquel le prix a évidemment un impact important, le taux a un impact important. Après, on le dit souvent, hein, c'est quand même très facile de pas être cher quand on est très lent. Ça, tout le monde peut le faire. Je pense que c'est à la portée de tous. Mais il faut vraiment comprendre que quand vous avez un second partenaire, l'engager
à moyen terme sur du financement, même si vous avez des conditions qui sont un peu différentes, créez cette relation avec votre banquier et ça devient un vrai banquier. Si vous arrêtez que sur le taux, bah, finalement, votre conseiller, bah, il aura de l'autre côté le même réflexe. Il regardera que vos bilans, il regardera que les débits, il regardera que les flux que vous lui confiez, que vos comportements de paiement. Donc, si c'est bon pour vous, c'est aussi bon pour votre banquier. Et Stéphane, oui, et les coûts aussi sont en direct, le temps perdu parce que le conseiller ne comprend rien et est peu disponible, qu'il est en congé 9 semaines par an. Ça, c'est un sujet. Je vais juste, parce que, et après, on va devoir terminer. Il y aura juste 2 autres questions. Je vais faire très vite là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un conseiller, c'est un couteau suisse. Un conseiller, il doit monter des dossiers de crédit, qu'il doit envoyer à ses engagements s'il n'a pas la délégation. Il doit gérer au quotidien les flux de son client. Il doit prospecter, évidemment, des nouveaux clients. Il doit faire le support technique. J'arrive pas à me connecter sur mon interface. Donc, c'est quand même le conseiller qui appelle son service IT, qui dit « Ah, mon client a un problème ». Le service IT lui donne la solution, il trouve la solution, il rappelle le client. Et ça, c'est bon pour toutes les autres petites questions du quotidien. Donc, ce côté couteau suisse fait que, au bout d'un moment, le banquier a trop de missions qui sont différentes et qui sont pas cœur dans sa relation client. Et nous, justement, et je vais juste terminer là-dessus, on a voulu repositionner ça et faire en sorte que nos chargés d'affaires puissent, alors on va s'améliorer, hein, tout n'est pas encore évidemment parfait, mais c'est vraiment notre volonté à quelques mois ou dans l'année, c'est de finaliser des outils et d'avoir un service client géré par des personnes qui font ça toute l'année, qui sont capables d'offrir des réponses rapides sur des sujets peu complexes vis-à-vis de monter un dossier de crédit, c'est ça que je veux dire, et de laisser le banquier faire son travail. Donc, il y a aussi de ça. Damien, avoir plusieurs banques quand on a de la trésor, c'est facile, ça évite le découvert bancaire, mais comment gérer quand la trésorerie est relativement limitée? Jean-Marc, si en 1 minute, on peut répondre à cette question, et après on en aura une dernière, et ce sera terminé. Je vais juste rajouter, par rapport à Sylvie qui dit pourquoi emprunter une banque, c'est les plus chers. Sylvie, moi je ne suis pas banquier, je ne suis pas commissionné, je suis courtier indépendant. Donc je ne touche d'argent d'aucune banque pour être très clair, ni de Mémobank, ni de personne. La banque, c'est un peu comme une voiture. Vous avez des produits pas chers, ça rend les services d'un produit pas cher. Puis vous avez des produits de qualité, ça coûte plus cher, mais ça va plus loin, ça fonctionne mieux. Dans le domaine de la relation banque-entreprise, on en a aussi pour son argent. Donc, on a les conseils qu'on mérite, qu'ils soient experts comptables, avocats, experts comptables. Quand on ne veut pas payer cher, on a de la merde. On a forcément des gens peu payés qui vont répondre relativement tardivement parce qu'ils ont beaucoup de comptes à gérer, peu pertinents parce que peu diplômés, et il y aura du fair turnover parce qu'ils ne sont pas valorisés et mal payés. Donc, il faut accepter de payer plus cher pour avoir de la qualité, c'est normal, dans une certaine mesure. Et ce qu'on doit prendre comme critère premier, je le redis, de choix de nos partenaires, c'est pas le taux. Pas du tout notre rôle, nous, en tant que conseil. En tant que courtier, je m'en fous, moi, du taux dans un premier temps. Ce que je veux, c'est un accord sans caution. Je veux un accord avec des gens qui me posent les bonnes questions, qui m'apportent les bonnes réponses, qui me parlent vrai, vite, sincère, dans la durée. Je verrai après pour les taux. D'accord? Mais si je dois donner une caution à 100% pour avoir du pas cher, ça ne m'intéresse pas, parce que le banquier, c'est qu'il n'a pas confiance. Il prête sur gage. C'est pas ça le job. C'est pas la peine de faire des SAS ou des CRL à responsabilité limitée si on est caution à 100%. Voilà. Et comment gérer quand la trésorerie est relativement limitée? Jean-Marc, c'est une question qui te pose. Comment gérer la trésorerie quand elle est limitée? Il faut surtout l'augmenter. Donc la question, c'est pas comment la gérer quand elle est limitée, c'est comment l'améliorer pour qu'elle soit plus limitée. Il y a différentes solutions très rapides. Je l'ai dit, je les reprends. 1, l'augmentation des fonds propres par l'ouverture du capital, que ce soit la love money, que ce soit des business angels. La love money, c'est les prêts familiaux, c'est l'apport en compte courant, c'est je vends un bien pour ramener de l'argent, j'augmente les moyens laissés à l'entreprise. Une entreprise doit avoir les moyens de travailler, sinon on ne passe pas les crises. On boule. Si on a les boules au ventre, on n'investit pas dans les hommes, on ne communique pas, on n'investit pas dans les bons outils, on ne fait pas du bon boulot, on ne peut pas développer l'entreprise. Développer l'entreprise, ça passe par un niveau de fonds de roulement suffisant. Donc une marge de manœuvre de trésorerie qui doit être au moins équivalente à 15 jours de trésorerie d'avance par rapport au chiffre d'affaires annuel. Si vous faites 1 million de chiffre d'affaires annuel, vous devez avoir idéalement 100 000 de trésorerie d'avance au plus bas et 50 000 et la marge de manœuvre vraiment, vraiment minimum pour ne pas se prendre le premier râteau dans la tête dès qu'il y a une crise. Bien. Donc, on doit répondre à la problématique de trésorerie par le haut de bilan.
La deuxième façon de le faire, c'est de réduire son BFR. C'est facturer vite, c'est demander des acomptes, c'est relancer les impayés. C'est tout faire pour réduire ce BFR. Et là aussi, pour avoir un BFR qui se détend, c'est gérer ses stocks et c'est avoir des fournisseurs qu'on va rechercher, qui ont confiance, plusieurs, permettant d'accorder des délais de paiement. Si vous n'avez qu'un seul fournisseur, il voudra à un moment donné plafonner ses encours fournisseurs, ce qui est normal. Si vous en avez, c'est comme les banques, 2, 3, 4 sur lesquels vous répartissez vos appros, eh bien vous aurez des délais de paiement plus longs, c'est normal, parce qu'ils voudront tous se battre pour vous conquérir une part de marché plus forte chez vous. Et donc ça passera entre autres par des délais accordés plus longs, quitte à payer un petit peu plus cher, mais j'améliore ma trésorerie. Très clair, merci beaucoup Jean-Marc. Et dernière question de Cécile, est-ce que MemoBank est prête à prêter aux hôtels-restaurants? C'est un très bon exemple, hein, parce que c'est aujourd'hui une activité qui est clairement dans le vent, liée à la conjoncture actuelle. Ce qu'il faut comprendre par rapport à MemoBank, c'est que, je disais tout en intro, hein, la banque est un métier complexe qui est composé d'une quantité de produits et de services qui est impressionnante. Dans les développements de MemoBank, on a su tout de suite qu'on ne pourrait pas tout faire. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas arriver étant un nouvel acteur et dire demain, je ferai la même chose qu'une banque traditionnelle qui est là depuis 150 ans. C'est pas possible. Donc, il a fallu faire des choix. Et dans les choix des produits, il y a aussi des choix qui sont liés aux méthodes d'encaissement. Et aujourd'hui, dans les méthodes d'encaissement que nous proposons, on ne propose pas des méthodes d'encaissement qui iraient à des restaurateurs parce que on peut pas encaisser d'espèces, on peut pas encaisser de chèques, les solutions de TPE, on les a pas encore développées. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'un restaurant irait travailler avec nous si on n'est pas capable d'encaisser son chiffre d'affaires? Et si on n'est pas capable d'encaisser son chiffre d'affaires, quel est l'intérêt derrière d'aller verser du crédit? Donc pour l'instant, c'est plutôt c'est pas lié à l'activité en elle-même parce que Jean-Marc le disait, il y a des restaurateurs, des hôtels qui méritent clairement d'être accompagnés parce qu'ils ont des passifs de gestion. Mince, ils ont prouvé qu'ils savaient travailler. Donc, avoir une politique d'octroi qui est liée juste à une activité, ce serait dommage. Il faut regarder l'individu. Mais il faut aussi regarder derrière quel autre produit on est capable de proposer à ses clients au quotidien. Et aujourd'hui, MemoBank a préféré, pour commencer, se spécialiser. Je dis pas que c'est les seuls clients qui nous intéressent, mais par une cible plutôt de PME, de services, B2B, innovantes, qui préféraient le virement comme méthode de paiement principale. Donc, c'est plutôt lié à ça. Donc, c'est pas blacklisté, clairement, l'hôtellerie chez nous. Et est-ce que notre banque fait-elle de la facturage? Ça répond à la même question. Pas encore. Sur la facturage, il y a tellement de produits qui aujourd'hui nous permettraient d'aller conquérir plus de clients. Il faut choisir les produits qui sont les plus importants. La facturage, il y a beaucoup d'acteurs qui le font très bien, qui le font très vite. On ne voit pas de place à très court terme pour développer ce produit-là. Il y en a d'autres et on sera bientôt capable de vous les présenter. Parce qu'on si vous pouvez éviter de faire de la facturage, évitez-le. C'est très opaque, ça coûte cher. C'est opaque, c'est complexe. On est dedans, on a le plus grand mal à en sortir. Et ça amènera les autres banques à vous supprimer le crédit court terme en blanc ou sous toute autre forme. Et ça vous rendra dépendant d'une banque principale qui va gérer votre portefeuille client qu'on appelle la facturage. Moyen terme. C'est un très mauvais signal en termes de stratégie financière et d'image pour votre entreprise. Et ça renvoie à ce que je vous ai dit, réduction du BFR et amélioration de votre fonds de roulement, fondamentalement, si vous le pouvez. C'est du portage salarial. Donc, c'est ce que disait Sylvie. C'est vrai que l'activité oblige presque à le faire. Je comprends. Mais pour l'instant, non. Malheureusement, on n'en fait pas. Mais il y a quand même un sujet. Il y a tellement de sujets. Il est 12h28. Je pense qu'on va pouvoir terminer ce webinaire. Encore merci à tous les participants. C'est vraiment un plaisir. On espère pouvoir refaire cet exercice-là le plus souvent parce qu'il y a vraiment beaucoup de sujets. Jean-Marc, donc finance et stratégie. Si vraiment vous avez des besoins, et je pense que le contexte demande quand même à avoir un regard extérieur sur comment passer l'année, les 2-3 années à venir. Et je pense que Jean-Marc, j'en suis même sûr, et plein de très bons conseils. Donc, n'hésitez vraiment pas à le contacter. C'est avec plaisir, on le recommande chaudement. Et si vous avez la moindre question sur MemoBank, on serait vraiment ravis de vous prouver qu'il est capable de créer une banque de zéro, de créer une banque pendant un contexte sanitaire qui est compliqué, très compliqué, sans doute, et de créer une banque créée par des entrepreneurs
pour des entrepreneurs et de mettre la réactivité au centre du débat tout en gardant des conseillers qui connaissent leur métier. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur www.memo.bank à pouvoir soumettre votre formulaire. On va nous contacter directement. Jean-Marc, encore merci. C'était un plaisir. À très bientôt et à très bientôt tout le monde. Et puis, bon déjeuner. Voilà, bon appétit et au plaisir. Au revoir. Merci, au revoir tout le monde. Merci beaucoup.